Le 23 septembre 2025, la nouvelle est tombée comme une déflagration. Claudia Cardinal, légende vivante du cinéma européen, s'est éteinte à l'âge de 87 ans. Non pas dans un palace romain, ni dans une villa hollywoodienne, mais dans une modeste maison de Nemours, au sud de Paris. Cette disparition inattendue, survenue loin des tapis rouges et des flashs des photographes, a bouleversé le monde du cinéma. Car derrière l'icône flamboyante, derrière la muse de Visconti et de Fellini, se cachait une femme discrète, jalouse de son intimité, et dont l'existence se termine dans un décor d'une simplicité presque déconcertante. Dès l'aube, la presse italienne et française s'est emparée de l'information, les hommages affluant de tous côtés. Pourtant, au-delà de la tristesse et de la reconnaissance unanime, une série de questions troublantes s'est imposée. Comment une actrice qui a tourné dans plus de 100 films, côtoyé les plus grands réalisateurs et accumulé des cachets faramineux, a-t-elle choisi de s'éclipser dans une demeure si modeste? Que révélait ce choix? Était-ce un refuge contre les excès de la gloire, ou bien la preuve tangible d'un mystère plus profond, celui d'une fortune demeurée insaisissable? Car Claudia Cardinal, au-delà de son aura, portait en elle un paradoxe. Elle fut adulée, célébrée, convoquée sur les plus prestigieux plateaux de tournage, mais ses confidences laissaient entendre des périodes de fragilité financière. Son silence sur ses véritables biens et sur la gestion de sa carrière a alimenté des spéculations sans fin. Certains parlent de contrats désavantageux, d'investissements occultes ou de dons généreux qui auraient entamé son patrimoine. D'autres évoquent un trésor caché, éparpillé entre l'Italie, la France et être même Hollywood. La maison de Nemours, désormais lieu de mémoire, est devenue le symbole de ce contraste saisissant. Une diva planétaire qui termine ses jours loin des fastes, comme si elle avait voulu tourner le dos aux apparences, mais était-ce une fuite ou au contraire l'ultime affirmation de sa liberté? Cette demeure, simple et silencieuse, est-elle le coffre invisible où reposent les souvenirs, les secrets, et peut être une partie de cette fortune insaisissable? En réalité, l'annonce de sa mort ne marque pas seulement la fin d'une vie. Elle ouvre une enquête intime, une plongée dans le destin d'une femme partagée entre la lumière et l'ombre, entre la reconnaissance universelle et la solitude choisie. Car ce qui reste en suspens, c'est autant le souvenir d'une carrière prodigieuse que l'énigme d'un héritage. Une question taraude désormais le public. Claudia Cardinal nous a-t-elle elle quitté en ne laissant que des films immortels, ou bien son héritage cacheté, il une richesse matérielle encore voilée, aussi mystérieuse que son regard? Avant de devenir cette figure magnétique du cinéma, Claudia Cardinal fut une jeune fille marquée par les doutes et les fractures de son histoire familiale. Née à Tunis en 1938, dans une colonie italienne d'Afrique du Nord, elle grandit dans un univers hybride où les langues et les cultures s'entrechoquaient. Son père, ingénieur au chemin de fer, incarnait une certaine rigueur, tandis que sa mère, d'origine sicilienne, représentait une tradition familiale empreinte d'exigence et de silence. L'adolescence de Claudia fut traversée par des ombres dont elle ne parla que rarement. Un sentiment d'étrangeté, une difficulté à trouver sa place, et surtout une fragilité intérieure que son regard intense trahissait parfois. Très tôt, elle fut confrontée au paradoxe d'une beauté qui, au lieu de l'élever immédiatement, semblait la piéger. Adolescente, elle ne maîtrisait pas encore bien l'italien et se sentait maladroite, presque étrangère, dans sa propre identité. Pourtant, son visage sculptural, ses yeux sombres et ardents, attiraient irrésistiblement l'attention. Sa silhouette se distinguait dans les rues de Tunis, et bientôt, sans l'avoir vraiment cherché, elle fut entraînée dans l'univers du spectacle. En 1957, sa vie bascula lorsqu'elle gagna un concours de beauté organisé à Tunis. Le prix l'envoya à Venise pour représenter la Tunisie lors d'un festival. À l'époque, elle n'imaginait pas que ce voyage changerait le cours de son existence. Sur place, les producteurs et photographes furent frappés par ce mélange d'innocence et de force qui émanait d'elle. Mais Claudia, réticente, refusa dans un premier temps les propositions. Elle rêvait d'enseigner, non de devenir actrice. Son tempérament farouche la poussait à se méfier du monde du cinéma, perçu comme un univers de faux-semblants. Pourtant, le destin la rattrapa. À Rome, elle fut approchée par plusieurs réalisateurs qui virent en elle une perle brute à polir. Sa réserve, sa voix rauque, son accent jugé trop marqué,
Tout cela qui aurait pu être des obstacles devint paradoxalement sa singularité. Claudia comprit vite que cette différence était son arme, mais elle portait encore en elle les cicatrices d'une jeunesse incertaine. Cette période fut également marquée par un événement intime qui pesa lourdement sur son psychisme et sa trajectoire, la naissance de son fils Patrick, qu'elle présenta longtemps comme son frère afin de préserver sa carrière naissante et d'éviter le scandale. Ce secret, gardé dans l'ombre, témoigne de la violence des compromis imposés à une jeune femme qui entrait dans un monde dominé par les hommes et par la pression de l'image. La Claudia cardinale publique, en pleine ascension brillait, la Claudia privée, encore fragile, luttait pour protéger son intimité et celle de son enfant. Ainsi, la jeunesse de Claudia fut faite d'ambivalence. D'un côté, l'éveil d'une destinée éclatante, de l'autre, un chemin jalonné de doutes et de blessures cachées. Cette tension intérieure, entre force apparente et fragilité intime, allait marquer toute sa carrière. Car si l'icône devint mythique, c'est aussi parce qu'elle portait en elle cette vulnérabilité muette qui transparaissait à l'écran, donnant à chacun de ses rôles une intensité singulière. Au tournant des années 1960, la trajectoire de Claudia Cardinal prit des allures de légende. Ce qui n'était au départ qu'un concours de beauté gagné par hasard se transforma en une ascension fulgurante vers les sommets du cinéma mondial. Dès ses débuts dans le cinéma italien, les producteurs comprirent qu'ils avaient entre leurs mains un joyau. Sa beauté méditerranéenne, si différente des canons nordiques de l'époque, intriguait et fascinait. Mais Claudia refusa très tôt d'être réduite à un simple visage. Elle voulait prouver qu'elle pouvait incarner autre chose que l'éternelle séductrice. En 1960, Luchino Visconti lui offrit une chance décisive avec Rocco et ses frères, aux côtés d'Alain Delon. Le film fut un succès critique et révéla au monde une actrice capable de transmettre intensité et profondeur dramatique. Claudia n'était plus seulement une apparition lumineuse, elle devenait une interprète. Ce rôle fut le véritable point de départ de son mythe. 3 ans plus tard, elle retrouva Visconti dans Le Guépard, aux côtés de Burt Lancaster et de Delon encore. Le bal au palais de 1963, filmé à Cannes, reste gravé dans la mémoire collective comme l'une des scènes les plus somptueuses du cinéma européen. Cardinal y rayonnait d'une présence qui dépassait l'écran. Elle incarnait l'élégance, la sensualité et le mystère d'une époque en mutation. Dans la foulée, elle collabora avec Federico Fellini sur 8 inches. Son rôle n'était pas central, mais sa simple apparition suffisait à électriser chaque plan. Fellini avait compris que son magnétisme ne nécessitait pas de longs dialogues, un regard suffisait pour semer l'énigme. En 1968, Sergio Leone la propulsa au cœur d'un autre univers avec Il était une fois dans l'Ouest. Dans ce western, elle interpréta Jill, la première véritable héroïne centrale d'un genre jusqu'alors dominé par des figures masculines. Ce rôle brisa les codes et lui offrit une reconnaissance mondiale. À 30 ans, Claudia Cardinal était devenue une star internationale. Hollywood fit les yeux doux, l'invita dans de grandes productions comme La Panthère Rose ou Les Centurions. Pourtant, contrairement à Sophia Loren ou à d'autres de ses contemporaines, elle refusa de s'installer définitivement à Los Angeles. Les contrats exclusifs lui semblaient être des chaînes. Elle préférait rester en Europe, où elle pouvait choisir ses rôles, parfois risqués, mais toujours porteurs de liberté artistique. Durant les années 1960 et 1970, elle multiplia les collaborations prestigieuses. Mauro Bolognini, Henri Verneuil, Valerio Zurlini. Elle donna la réplique à Jean-Paul Belmondo, Jean-Louis Trintignant, Marcello Mastroianni. Sa filmographie s'élargit du drame intense à la comédie légère, confirmant qu'elle n'était pas une simple muse, mais une actrice caméléon. En parallèle, son image devint iconique. Les couvertures de Paris Match, Life ou Vogue s'emparèrent de son visage. Photographiée par Avedon ou Newton, elle incarnait la féminité méditerranéenne dans toute sa force et sa singularité. Mais derrière cette lumière, un paradoxe persista. Claudia avouera plus tard « Ma beauté fut ma prison, car si le monde l'adorait, il la figeait aussi dans une image qu'elle avait du mal à dépasser. » Pourtant, c'est ce mélange de puissance et de vulnérabilité qui fit d'elle une figure éternelle. L'ascension fulgurante de Claudia ne fut pas qu'un succès personnel, elle symbolisa un âge d'or du cinéma européen, celui où Rome, Paris et Cannes rivalisaient avec Hollywood dans l'imaginaire collectif. Devenue icône médiatique,
Claudia Cardinal entra dans une décennie où son visage était partout. Affiches de films, couvertures de magazines, campagnes de mode, elle incarnait la femme méditerranéenne, charnelle et fière, en contraste avec l'idéal glacé des blondes hollywoodiennes. Pour le public, elle représentait la liberté, l'élégance et la sensualité. Mais cette gloire avait un revers cruel. Derrière l'adoration, elle ressentait une forme d'enfermement, une prison dorée dont elle ne pouvait s'échapper. Très vite, l'industrie tenta de la réduire à un archétype, la femme fatale, inaccessible, séduisante. Les rôles qu'on lui proposait se répétaient, parfois, écrits à la hâte, pour exploiter son image plus que son talent. Claudia, elle, aspirait à autre chose. Elle voulait des personnages complexes, vulnérables, contradictoires. Elle cherchait des rôles où elle pouvait montrer ses failles, mais on exigeait d'elle seulement de briller. Cette tension nourrit son sentiment d'isolement. Elle confia plus tard: j'étais admirée pour ce qui m'empêchait d'être pleinement moi-même. Dans les années 1970, alors que beaucoup d'actrices voyaient leur carrière décliner, Claudia réussit à maintenir sa place au sommet. Elle choisissait ses projets avec soin, fuyant les pièges des superproductions hollywoodiennes pour privilégier des films européens plus audacieux. Mais ce choix avait un prix. Elle renonçait à des cachets immenses au profit de sa liberté. Et cette liberté, si précieuse, alimentait aussi les rumeurs sur ses finances. Comment une star mondiale, si demandée, pouvait-elle parfois avouer traverser des périodes de fragilité économique? Derrière les flashs, Claudia menait une vie plus tourmentée qu'on ne l'imaginait. Elle voyageait sans cesse, mais son intimité restait entourée de mystères. Son fils Patrick, qu'elle avait longtemps présenté comme son frère, était la part d'ombre de son histoire. La dissimulation imposée par l'industrie, pour ne pas ternir son image de femme libre et désirable, la hantait. Ce secret, mêlé à une solitude profonde, ajoutait à l'énigme qu'elle représentait aux yeux du public. Les photographes du monde entier cherchaient à capturer son visage, mais personne ne parvenait à percer la femme derrière l'icône. Elle apparaissait partout, et pourtant elle demeurait insaisissable. Les critiques voyaient en elle une énigme vivante, un mélange de force et de vulnérabilité qui nourrissait son aura, mais Claudia, malgré son succès, portait en elle une mélancolie que rien ne semblait apaiser. Cette dualité atteignit son apogée, une femme célébrée comme symbole d'indépendance et de beauté, mais qui se sentait prisonnière de son propre éclat. Sa carrière, éclatante en apparence, était marquée par des sacrifices invisibles. Et cette contradiction entre l'image radieuse et la douleur intime allait devenir le fil rouge de son existence. Plus que jamais, Claudia Cardinal incarnait l'icône dont la gloire avait un prix, celui d'une liberté toujours menacée par l'ombre des projecteurs. Au crépuscule de sa carrière, Claudia Cardinal fit un choix qui surprit et troubla. Elle décida de se retirer dans une maison modeste, nichée à Nemours, loin des palais romains et des villas hollywoodiennes. Cette demeure, sans faste ni ostentation, contrastait avec l'image flamboyante de la star qui avait illuminé Cannes et conquis les cinéastes du monde entier. Pour certains, il s'agissait d'une fuite. Pour d'autres, d'un acte de résistance, une manière d'affirmer que sa liberté valait plus que toutes les apparences. Mais cette retraite posa une question qui fascine encore. Que cachait vraiment cette maison silencieuse? Était-elle un simple refuge ou l'écrin d'une fortune invisible? Tout au long de sa carrière, Claudia avait perçu des cachets immenses. Ses rôles dans Le Guépard, 8 à Inf, ou Il était une fois dans l'Ouest, avaient fait d'elle l'une des actrices les mieux rémunérées d'Europe. Ses apparitions dans des festivals, ses collaborations avec Hollywood, ses campagnes publicitaires rapportaient des sommes considérables. Pourtant, à plusieurs reprises, elle laissa entendre qu'elle avait connu des moments de fragilité financière. Des contrats désavantageux, une gestion approximative, une générosité parfois excessive avaient grignoté son capital. Contrairement à d'autres stars, elle ne montrait jamais ses biens, ne construisait pas de palais. Elle préférait investir dans son indépendance, quitte à refuser des engagements lucratifs mais contraignants. Cette attitude entretint le mystère. Où était passée sa fortune? Certains affirmaient qu'elle possédait des propriétés discrètes en Italie, d'autres parlaient d'investissements en France. Des rumeurs évoquaient aussi des droits d'image négociés dans l'ombre, rapportant encore après sa disparition. Mais rien de concret n'apparut au grand jour. À la fin de sa vie, sa maison de Nemours donnait l'impression d'une existence simple, presque frugale. Était-ce la preuve qu'une partie de son patrimoine s'était évaporée
ou au contraire, la manifestation d'une volonté farouche de vivre en retrait. Au-delà de la question matérielle, il y avait l'héritage symbolique. Car Claudia savait que sa véritable richesse se mesurait ailleurs. Ses films, ses interviews, ses images constituaient une fortune immatérielle, inestimable. On peut perdre des villas, des contrats, des millions, on ne perd jamais la trace laissée dans l'histoire du cinéma. La maison de Nemours, par son apparente modestie, reflétait ce paradoxe. Extérieurement discrète, intérieurement remplie de trophées, de photographies, de souvenirs de tournage. Entre ces murs reposaient des fragments d'une vie extraordinaire, un trésor de mémoire plus précieux que l'or. Mais ce retrait volontaire n'apporta pas toutes les réponses. Que reste-t-il aujourd'hui de sa fortune concrète? Son fils Patrick, longtemps tenu à l'écart des projecteurs, occupe une place singulière dans cette transmission. Pourtant, au-delà des liens familiaux, c'est toute une mémoire collective qui hérite de Claudia. Ses films continuent de générer des revenus, ses images circulent encore, son nom résonne dans les festivals. Est-ce là sa fortune cachée, la capacité, même après sa mort, à susciter admiration, émotion et reconnaissance. Claudia Cardinal quitta ce monde entouré de mystères, comme si elle avait voulu que sa dernière demeure devienne l'ultime énigme. La valeur réelle de son patrimoine importe-t-elle vraiment? Ou bien faut-il admettre que son véritable trésor réside dans la lumière indestructible de ses rôles et dans le souvenir que chaque spectateur garde d'elle? La maison silencieuse de Nemours semble poser la question elle-même. Qu'est-ce qui compte davantage, l'or compté dans un coffre ou l'or vivant d'une légende? Le 23 septembre 2025, lorsque la nouvelle de sa mort se répandit à l'aube, le monde entier rendit hommage à Claudia Cardinal. En Italie, les journaux titrèrent Addio Regina. En France, on salua l'ange du guépard, rappelant qu'elle avait choisi d'y obtenir la nationalité et d'y finir sa vie. Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages évoquaient son sourire, sa voix rauque, son regard de braise. Mais, au-delà des hommages, c'est la question de son héritage qui s'imposa. Que reste-t-il vraiment d'une actrice qui a traversé plus de 100 films, marqué 3 décennies de cinéma et inspiré les plus grands? D'abord, un patrimoine artistique. Ses rôles dans Rocco et ses frères, Le Guépard, 8-1, Il était une fois dans l'Ouest sont devenus des repères immuables de l'histoire du cinéma. Ces scènes, encore diffusées, continuent d'émouvoir de nouvelles générations. Claudia a légué une filmographie dense, riche et multiple, qui s'étend des drames les plus sombres aux comédies légères. Chaque film porte une part de son intensité, de sa fragilité et de sa vérité. Ensuite, un héritage moral. Claudia Cardinal refusa toujours les compromis faciles. Elle préféra décliner des propositions lucratives plutôt que de perdre sa liberté. Elle montra qu'une femme pouvait diriger sa carrière sans se soumettre aux dictats d'Hollywood. Elle fit de sa trajectoire un manifeste d'indépendance, inspirant celles et ceux qui rêvent de choisir leur propre chemin. En devenant ambassadrice de l'UNESCO, en défendant la cause des femmes et en dénonçant la violence, elle transforma aussi ses blessures intimes en combats collectifs. Enfin, un héritage personnel. Derrière l'icône, il y eut une mère attentive, un lien discret mais puissant, avec son fils Patrick, longtemps resté dans l'ombre. Il y eut aussi une amitié indestructible avec Alain Delon, leur complicité s'étendant sur 6 décennies. Ensemble, ils incarnaient Angélique et Tancrède, 2 visages d'une jeunesse éternelle. Quand Claudia écrivit en 2024 « Le bal est fini, je vais danser avec les étoiles », le monde comprit qu'elle préparait son départ. Un an plus tard, sa disparition scella cette danse silencieuse comme une continuité au-delà de la mort. Aujourd'hui, sa maison de Nemours demeure close, mais ses films parlent encore, ses images circulent, ses mots résonnent. Claudia Cardinal n'a pas seulement laissé un héritage matériel dont on ignore encore les contours. Elle a légué une lumière immortelle, faite de regards, de gestes et de souvenirs. Sa fortune véritable, celle qui échappe au bilan et aux inventaires, se trouve dans la mémoire de ceux qui l'ont admirée et dans l'émotion intacte qui saisit quiconque la redécouvre à l'écran. Ainsi, Claudia Cardinal ne s'est pas éteinte. Elle continue de briller à la croisée du mystère et de la légende.